Ce matin-là, ces passagers sont des élèves, des candidats au BPC. Il n'y a pas de lycée dans la sous-préfecture. Les candidats doivent se rendre à Gawal, à quelques 115 km, pour passer leur examen. Ils arrivent avec leurs petits bagages et donnent les frais de transport au principal du collège, qui a pu obtenir un rabais auprès du chauffeur. Qu'est-ce qui explique ça? Le centre de Gawal est très éloigné de Malanta. Donc on avait proposé qu'il envoie un centre à Touba. Ça va faciliter le coût aux enfants. Donc nous sommes dans une zone rurale. Les enfants n'ont pas assez de moyens. Les candidats n'ont aucun choix. S'ils veulent passer leur examen, ils doivent payer 160 000 francs guinéens comme frais de transport. C'est le préalable. Les parents d'élèves se sont battus pour trouver la somme. 1, 2, 3, 4, 5, 300 000, 320 000, 4 fois 8, 32. Hein? Aller-retour, 80 000 Le principal du collège, qui joue à la transparence, mentionne dans un cahier le nom de chaque candidat ayant versé sa somme. C'est la liste des élèves qui vont partir. Le transport. Si dans certaines villes, les élèves ne payent aucun franc pour faire le BPC, ici, ils n'ont pas le choix. Hein? Merci, maître. Une fois à Gawal, les élèves vont se réunir en internat. Mais rien ne sera facile pour eux, d'autant plus que beaucoup d'entre eux n'ont pas assez de moyens. La commune appuie les assistants en leur donnant 400 000, le prix d'un sac de riz et le débit de la dépense. C'est la part de la commune. Vous pensez que vous n'allez pas avoir de difficultés? Si on aura des difficultés, mais c'est pas, on va se concentrer. Des problèmes, le principal ne va pas tarder à en avoir. La personne qui va le recevoir en ville est en déplacement. Ils ne peuvent pas l'attendre. Le BPC, c'est dans 2 jours. Leur voyage risque d'être compromis. Il faut qu'on parte. Il nous faut un abri. C'est ça. Allô, madame. Votre mari nous a dit que c'est seulement la fille qui est là-bas. Vous pouvez nous passer son numéro pour ne pas la manquer? Chaque année, c'est la même histoire. Les parents d'élèves louent un véhicule pour permettre à leurs candidats de passer le BPC. Ces jours-là, 16 candidats doivent embarquer dans ce vieux pick-up. Comme des aventuriers, les parents et amis viennent faire un dernier au revoir à leurs candidats. Manque de place et de véhicules, certains sont obligés de rester sur le toit. Un dernier réglage avant le grand départ. Le chauffeur qui a pris tout son temps sait que la route va être longue et douloureuse. Son vieux pick-up, manquant de confort, va leur donner une bonne dose de courbature. Les parents ont maintenant la tête tranquille. Ils peuvent vaquer à leurs activités quotidiennes, l'agriculture. Ici, pour survivre, les villageois doivent remuer leur corps. Les champs sont éloignés du village. Il faut marcher des kilomètres avant de franchir cette clôture en bois qui entoure des dizaines de champs de riz. Contrairement à plusieurs autres villages, à Malanta, les champs, c'est sur les montagnes. Les plaines sont rocheuses. Les habitants s'accrochent à ces immenses montagnes, parfois avec leur bébé au dos. Les difficultés sont énormes. Si c'est une vieille personne, d'ici qu'elle n'arrive sur la montagne, ça trouvera qu'elle est épuisée. Si la canne est sur la montagne et que toi tu désherbes en bas, comprenez que c'est difficile. On vient le matin et on ne rentre qu'à 17 heures. Parfois, on reste toute la journée avec toute la famille.
Les moustiques et d'autres insectes de tout genre piquent nos enfants, nos femmes avec leurs bébés. Mais on n'a pas le choix. Il faut qu'on trouve de quoi vivre. En campagne, c'est la vie dure ou la famine. Cela fait 34 ans que le vieux Momini est dans l'agriculture. Et pas une seule fois, il a utilisé une machine. Tout, c'est avec les mains. On travaille avec nos petites dabas et nos petites mains. C'est quoi notre carburant? C'est notre sang qui coule dans nos veines. C'est ça notre carburant. On n'a pas de machine pour nous faciliter le travail. On aimerait bien avoir des machines qui travaillent pour nous. Et on aimerait bien aussi avoir l'aide du gouvernement. Pas plus de 3 tonnes de riz par an. Une rentabilité très faible, mais qui nécessite néanmoins plusieurs litres de sueur. Avec des produits phytosanitaires, des herbicides et des engrais, les villageois peuvent économiser leur énergie et gagner plus. Mais quand on ne compte que sur soi-même, la vie devient plus dure. Et par là, ce n'est pas le soleil qui manque aux habitants. Il existe des petites cases, mais ils n'y passent pas tout leur temps. Mètre par mètre, ils avancent sous un soleil de plomb. Ils sont courageux, mais la daba à elle seule ne peut leur suffire. Au bout de quelques mois, il faut acheter du riz importé. On ne gagne qu'à manger. On n'a pas encore gagné à vendre. Et ça parce qu'on utilise uniquement notre force, la hache et la daba. Dans leur champ, ils peuvent pourtant faire plus de 12 heures de travail par jour. Et ce n'est pas le plaisir de travailler qui les prive de repos. Continuer de se battre malgré tout, c'est le choix qu'a fait Alimatou Diallo, un peu isolé dans son champ de riz. On laboure et on désherbe. On tente notre change pour voir si on peut trouver de quoi nourrir nos enfants et de quoi donner comme sacrifice. C'est notre quotidien en ce moment. Tu ne peux faire du commerce que si tu as des moyens. Et comme on n'en a pas, on fait l'agriculture. Désherber et surveiller toute la journée. La routine. C'est ça notre travail. Certes, on est pauvre, on souffre dans cette activité, mais si tu ne prends pas le bien d'autrui, tu peux dire ça va. Pour quelques mètres carrés, elle peut faire des heures, sans repos. Mais le plus difficile arrive quand sonne l'heure de la récolte. Les bottes de riz doivent être acheminées, pas avec des machines, mais sur la tête. Et tout ce travail ne lui permet pas de vendre ne serait-ce qu'un kilo de riz. Si je ne trouve pas de l'aide pour la saison des pluies, je n'aurai à manger que pour la saison sèche. À la saison des pluies, il faut que j'achète à manger. Les agriculteurs pleurent. Les éleveurs, eux, crient au secours. Ils ont choisi d'aller plus loin pour élever leurs vaches. Par là, la nourriture est abondante. Mais le choix de s'éloigner du village a un prix. Deux des vaches d'un frère sont introuvables depuis plusieurs mois. Quand quelqu'un te vole une vache et que tu l'envoies à la police, une semaine seulement on le libère. Parfois on te demande de le prendre en charge. Qu'est-ce qui empêche le vol s'il n'est pas sanctionné? Le voleur est même capable de vendre tes vaches pour sa libération. Dans le village, il ne reste que quelques troupeaux de vaches. L'étendue de la brousse et l'inattention des éleveurs
court en faveur de voleurs qui ne trouvent aucune difficulté à faire disparaître les animaux. L'éleveur voulait développer son cheptel et pourquoi pas un jour mettre en place une industrie laitière. Mais dans le village, les éleveurs se définissent comme des oubliés. On souffre avec le manque d'eau. Les marigots tarissent. Parfois, on est obligé de partir à combat. Nous demandons à l'État de nous trouver un forage. On nous aidait sous le régime de feu général Lansana Conté, mais depuis, rien. Par là, on souffre vraiment du manque d'eau. Mais l'éleveur ne se soucie pas seulement que de ses vaches. Son village, reculé et isolé, est une sanction, même pour les femmes en état de famille. Quand tu es malade ici, il faut l'évacuer sur Gawal. Et si c'est une femme enceinte, tu dépenses plus de 2 millions de francs guinéens pour le déplacement d'un véhicule de Gawal à Malanta. Parfois, celui que tu as déplacé trouve que la femme a même accouché, mais tu es obligé de payer. Certaines femmes peuvent accoucher en cours de route, d'autres par césarienne. Ici, il faut dire que les habitants sont comme dans un trou où l'œil ne voit pas. Pas de mototaxi, le moindre trajet est effectué à pied, quelle que soit la distance. Ce dimanche-là, c'est jour de marché hebdomadaire à Malanta. La plus grande occasion de faire des affaires. Très tôt le matin, les habitants de 6 districts et d'autres vendeurs de localités proches se donnent rendez-vous à la sous-préfecture. Piment, aubergines, oignons, manioc, le tout dans une saveur adorable. Plus le temps passe, plus le marché se remplit et les articles se diversifient. Passé ce jour, il faut attendre la semaine prochaine. Mais il se trouve que venir jusqu'ici est un parcours de combattant, d'autant plus que la zone est presque inaccessible. De là où je viens, la route est boueuse et glissante. Je me trompe si je dis qu'on ne souffre pas. Ce jour-là, la mère de famille a parcouru 4 km avant d'arriver à ce marché hebdomadaire. Et elle n'est pas la seule à avoir parcouru autant de kilomètres. Derrière sa table de perles, Adam Hawa est une grand-mère épuisée. Elle a parcouru elle aussi quelques 20 kilomètres. On quitte chez nous à 7h et on arrive ici à 8h ou à 9h. On traverse des marigots jusqu'à l'épuisement. Parfois on frôle la mort avant d'arriver ici. On souffre. Les véhicules, les motos, les vélos, rien ne roule. On marche pour être ici. Mais la grand-mère n'a aucun choix. Si elle veut vivre, elle doit répéter ce marathon tous les dimanches. Heureusement pour elle, la journée a été fructueuse. J'ai eu un peu d'argent aujourd'hui, de quoi acheter à manger. Dimanche prochain, on va acheter des articles à l'Eluma, venir les revendre ici et le soir on rentre. C'est épuisant. Se battre ou souffrir, telle est la devise pour vivre dans ce faubourg. Chacun profite, les enfants, les adultes, les vieilles personnes aussi cherchent leur quotidien. Ce vieil homme a plus de 60 ans. Mais à cet âge, il ne peut s'offrir une retraite. Il lui faut bien réparer des parapluies pour entretenir sa famille. Je travaille là et je gagne de quoi vivre. Chacun gagne là où il travaille. Dieu merci, je gagne mon pain. Avec ce travail, je subviens à mes besoins et j'entretiens ma famille. Je suis devenu vieux, mais il faut que je me débrouille. Pour un parapluie réparé, le vieux Foula Condé peut gagner 4 à 10 000 francs guinéens. Il répare tout, quel que soit l'état du parapluie,
il trouve une solution. Certains, car leur parapluie est endommagé et qui n'ont pas eu de moyens, décident de le jeter. D'autres disent, on veut le chauffoula. Si je répare ce parapluie, l'intéressé aura de quoi se protéger de la pluie. C'est ce qui est meilleur. Ce n'est pas bien de jeter tout ce qui est endommagé. Comme dans tous les métiers, le vieil homme est confronté à quelques difficultés. Nous avons besoin d'aide nous aussi. Là, par exemple, je n'ai plus de pince. Les fils de fer, je les ai achetés à l'Eluma. Le kilo coûte entre 15 et 20 000 francs guinéens. Certains clients aussi qui te donnent du travail, ils promettent de revenir chercher leur parapluie. Mais en fin de compte, ils refusent de venir. Ça me fatigue vraiment. Les gens n'ont qu'à venir chercher leur parapluie. Le vieux Foula Condé a 10 ans d'expérience dans ce métier. Son demi-frère, qui est assis à côté de lui, en a 15, mais dans une autre activité tout aussi génératrice de revenus. Je répare des couvercles et je gagne mon pain. C'est ça mon travail. Réparer des chaussures et coller des seaux. Ce qui est destiné à la poubelle est minime. En campagne, rien ne se perd. Tout est récupéré grâce au système D, la débrouillardise. Ces jours-là, les deux frères ont empoché quelques milliers de francs guinéens, de quoi entretenir leur famille. Dimanche prochain, ils vont parcourir encore 7 km pour tenter leur chance. Les deux frères, comme tous les habitants de la sous-préfecture, aimeraient être aidés par Hussein Diallo, le maire de la commune rurale, qui lui aussi semble être désarmé face à l'enclavement de sa localité, que même Google Maps peine à bien placer sur la carte du pays. C'est une sous-préfecture qui est vraiment enclavée. Comme vous avez eu réellement à constater sur le terrain, actuellement, la sous-préfecture elle est complètement enclavée. Pour avoir accès à cette sous-préfecture, vraiment, c'est difficile. Donc la première priorité que la CR de Malanta vraiment a besoin actuellement, c'est les infrastructures routières. Surtout la construction du pont sur le fleuve Séguélé. Ça, c'est vraiment un projet qui tient à cœur les populations de Malanta. À Malanta, tout est prioritaire. La mairie manque presque de tout. Aucune banque, aucune station-service. Ici, le litre d'essence coûte entre 12 et 13 000 francs guinéens, contrairement aux grandes villes qui en vendent à 9 000 francs guinéens. Si Malanta était praticable, on allait vraiment mettre des stations pour que vraiment le litre qui soit vendu à Conakry à 9 000 soit vendu au même prix à Malanta. Mais contrairement aux autres communes, nous c'est des citoyens qui partent à l'abbaye pour acheter le carburant. Avec toutes les conditions difficiles que vous connaissez sur la route, c'est des gens qui se battent pour servir la population. Vous pouvez finir aujourd'hui le stock que vous avez. Si tous les commerçants ne sont pas prêts, vous ne pouvez pas aller acheter. Il se trouve actuellement que la route elle est complètement dégradée. Même s'ils partent à l'abbaye pour acheter, ce n'est pas à tout moment qu'ils peuvent envoyer leurs produits. Ce qui fait que parfois, nous avons des pénuries ici, y compris les boîtes de sardines dont vous avez fait allusion. Donc vraiment, comme vous l'avez si bien dit, la route vraiment elle est impraticable. Impraticable, au point de décourager même les missionnaires. Même si des gens veulent venir nous rendre visite ici, et il se trouve que quand ils se rencontrent à certaines personnalités à Gawal, ces mêmes personnes les découragent. Au lieu de les encourager, venir voir les réalités
et que nous vivons chaque jour pour nous venir en aide, c'est des gens qui sont en train vraiment de nous diaboliser. Et vraiment, c'est l'une des principales difficultés parce que même certaines directions préfectorales refusent parfois de venir accomplir leur mission dans notre commune ici. La responsabilité aux autorités qui tardent à réagir et aux missionnaires très paresseux pour accomplir leur mission. Mais à Malanta, un autre problème se pose. Pour 14 000 habitants, un seul policier pour assurer la sécurité. C'est un peu difficile pour nous parce que vous imaginez, lorsque vous donnez un seul élément pour la sécurité de 14 000 personnes, et vraiment c'est difficile. Mais malgré cette difficulté quand même, Dieu merci quand même, et sur le plan sécuritaire, on n'a pas tellement à se plaindre par rapport à ça. La sécurité, on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir. Là quand même, franchement, vous avez raison. Et ce seul agent dont on parle, c'est ici on peut le trouver, au commissariat de police de Malanta. Un bâtiment d'habitation qui n'a rien d'un commissariat de police. Pas d'enseigne, le mât, lui, est toujours en attente des tricolores. Ces images sont prises à 8 heures. Et à ce moment-là, l'agent était peut-être en train de dormir. À quelques mètres de là, un autre bâtiment administratif, celui de la sous-préfecture. Et un peu plus loin, la résidence du sous-préfet, inachevée. Ici, tous les bâtiments administratifs sont concentrés dans un seul périmètre. Pas de gendarmerie, et il faut dire que seul le centre de santé offre une bonne image. Ici, c'est Faya Milimono qui assure le rôle du chef de centre. Depuis 2015, il est à la tête du centre de santé. Et comme toujours, l'infirmier d'État manque de personnel. C'est bas, vous avez une bonne tension qui fait 12,8. C'est bon? En forme. Pas hypo ou hyper. C'est normal, c'est normal. Des titulaires, des fonctionnaires pour l'État, nous sommes 3. 2 ici et 1 à Boussra, qui est parti serait formé encore pour être un infirmier d'État. Tout le reste, là, c'est les contractuels. La tâche est lourde pour... Très lourde. Très lourde. On ne peut même pas s'en parler. 3 titulaires pour toute la sous-préfecture, c'est-à-dire pour 14 000 habitants. Faya Milimono n'avait aucun choix. Il est l'un des rares infirmiers à avoir accepté ce poste. Les autres infirmiers d'État et médecins retournent aussitôt qu'ils découvrent l'enclavement de la sous-préfecture. Mais dans ce centre de santé, il n'y a pas que le personnel qui manque. Pas de laboratoire, le chef du centre fait les examens de façon clinique. Bon, les examens que nous on peut faire ici, c'est seulement les TDR contre le paludisme, qui est une maladie meurtrière qui tue à la longueur des journées. C'est le test là qu'on a ici. C'est le seul test qu'on a ici et qu'on a confiance pour que le traitement soit bien fait. On n'a pas d'autre, on n'a pas de laboratoire ici. Et pourtant l'État sait qu'il y a un centre de santé ici. Oui, et l'État sait, parfait. Et puis, bon, malgré on est distant, mais on n'est pas le reste. Vous pouvez passer à Garoual, voir nos traces de Malanta. Malanta n'est donc qu'un territoire perdu où l'on ne peut diagnostiquer que le palu. Les autres pathologies, aucune chance de les détecter. Mais le chef de centre a un autre souci plus grand, le manque d'ambulances. 0 ambulance, mais on a une salle d'accouchement, on a une CPN comme je vous l'ai dit, et là où nous sommes, c'est la CPC, la consultation primaire curative. Et comment vous faites? Vous n'avez pas d'ambulance? Bon, quand on n'en a pas, on appelle parce que voilà déjà les adresses de DH, de la maternité et autres. Dès qu'on a une difficulté, on sait que la femme ne peut pas accoucher.
Parce qu'on a tous ces repères-là ici. Si on sait que cette femme ne pourra pas accoucher ici, on appelle la DPS à la maternité, on envoie l'ambulance, le DH envoie l'ambulance, on prend la patiente, elle envoie. L'ambulance quitte Gawal pour... Oui, pour ici. Ça, attendre tout ce temps-là. Une ambulance quitte Gawal pour venir ici avec l'état de la route. Mais on n'a pas le choix, parce que la route, c'est pas une solution qu'on peut trouver, sauf l'État. Vous-même, vous avez vu l'état de la route. Hein, c'est un problème que nous, on ne peut pas résoudre localement. La femme en état de famille peut donc attendre 9 heures, voire 12 heures de temps avant d'être prise en charge. Parce qu'avec le milieu où nous sommes, difficilement, d'ailleurs, là, vous avez vu, peut-être on ira à la CPN, vous allez voir la chargée de la CPN, qui est une contractuelle même, qui n'est même pas payée par l'État, que j'ai, par les contacts comme ça, je leur dis, si tu peux venir au moins pour nous aider, parce que nous, on n'était que des hommes ici. Et vous-même, vous voyez, dans un lieu islamisé, ce n'est pas facile. Un homme rentre en profondeur pour traiter les femmes en grossesse. Vous-même, vous le savez, vous êtes musulmans. Ce n'est pas facile. Et finalement, j'ai cherché à convaincre la bonne là pour qu'elle vienne quand même nous aider pour les accouchements et la CPN. Il peut oser la femme. Mais nous, les hommes, par exemple, moi, en tant que forestier, qui est un chrétien catholique, c'est pas facile. Dans un milieu islamisé, il faut que tu sois correct pour que les gens aient confiance en toi. C'est ce qui nous fait vivre ici. Attendez. Pour nous donner plus de détails, le chef du centre nous offre une visite guidée. Chargé de la CPN. Ça, ce sont des bulletins de santé qui sont par là. Voilà, c'est les femmes qu'on a reçues. Il y a des nouvelles, ceux qui sont en retard et ceux qui sont programmés. D'accord. Voilà. Ceux qui sont à jour, ça c'est... Fiche sortie, fiche en souffrance. En souffrance. Rendez-vous. Rendez-vous. Moi en cours. Merci. D'accord. Voilà. On va dans la salle d'accouchement. Ici quand même il y a une femme en travail. On ne peut pas vous résumer. Il y a une femme en travail. Le centre n'est pas si confortable, mais l'infirmier d'État a su maintenir la propriété. Et avec le temps, il a développé un lien fraternel avec ses patients. Lui qui comprenait peu la langue locale peut désormais chahuter avec les vieilles du village. Les plantations que les ancêtres ont donné là-bas, tu vas prendre pour venir ici. C'est ce qui a fait qu'on a tapé. Une vie pleine de souvenirs et de souffrances, d'autant plus qu'ici, on ne connaît pas EDG. L'État a installé des lampadaires, mais quelques-uns seulement s'allument. À la tombée de la nuit, la sous-préfecture devient comme une tombe que même notre caméra peine à percer. Pour s'offrir le peu de lumière, les habitants utilisent donc des panneaux solaires. Ils aimeraient boire un jus frais, profiter de la télé. Mais ici, seuls quelques-uns peuvent se le permettre. Pourtant, la localité est assise sur une mine d'or. De la bauxite d'une bonne qualité a été découverte dans plusieurs endroits comme celui-ci. Une découverte peu surprenante qui fait la fierté des habitants du village qui espèrent trouver là une solution à leurs problèmes. Si on découvre de la bauxite dans la localité où tu es né, tu ne pourras que remercier le bon Dieu et prier pour que l'exploitation commence à ton vivant.
On en a vraiment besoin car on a beaucoup de problèmes par là. Notre première difficulté, c'est la route. La deuxième, l'hôpital. Troisièmement, l'école pour les enfants. Vraiment, la vie est difficile par là. Il te faut couper, défricher, clôturer pour gagner de quoi entretenir ta famille. Et ça ne réussit pas souvent parce qu'on n'a pas de machine et d'engrais. Pour les habitants du village, cette découverte est la promesse d'une vie meilleure. Car ici, pour acheter 3 litres d'essence, il faut en consommer 1. Et pour faire évacuer malade, il faut débourser des millions de francs guinéens et attendre des jours. C'est très difficile d'accoucher. Il faut envoyer la femme à Malanta ou à Touba. Pareil pour les bébés. Aujourd'hui, Dieu merci, des ressortissants ont contribué et nous ont construit un poste de santé. Ils nous ont envoyé un médecin qui se débrouille petit à petit. Mais le poste de santé n'est toujours pas fini. Il n'y a pas de courant, pas de panneau, pas de frigo. Parfois, les vaccins s'altèrent avant même que les gens ne puissent être vaccinés. Je viens de Tentekouma, où on m'a appelé en urgence pour chercher un malade. Mais j'ai trouvé que la personne ne peut pas venir sur une moto et le véhicule ne peut pas aussi arriver là-bas. C'est seulement si on le transporte sur nous et ensuite appeler une ambulance. Younous Asso ne le cache pas. Ils sont bien des oubliés de la République. Parmi les villages du district de Hamdallah, au nombre de 12, seulement 2 disposent de forage. Dans le reste des villages, on creuse des puits pour avoir de l'eau à boire. Et c'est dans ces mêmes puits que les vaches s'abreuvent pendant la saison sèche. Les chiens, les serpents aussi boivent là-bas. Même si on n'est pas oublié, mais ceux qui devraient nous aider ne se préoccupent pas alors de nous. On marche 6 à 7 km pour chercher de l'eau à boire. Avec ça, on ne parle pas de l'eau pour le bain. Avec cette découverte, Younous Asso espère maintenant que tout va changer pour lui. Un espoir que partage aussi Abdoulaye Diallo, qui est inquiet ce matin-là. Sa boutique est presque vide. Aujourd'hui, cela fait 6 jours qu'il attend sa marchandise, bloquée à cause de la route. La vie est difficile par là. On n'en a pas de route et c'est vraiment un problème pour nous. Parce que tu peux faire 1 à 2 semaines sans récupérer ta marchandise par manque de route. Dans les conditions normales. Ce jour-là, il n'avait plus de boîte de sardines à revendre, plus de mayonnaise. Pourtant, le jeune homme vit du commerce. S'il ne vend pas, sa famille risque de passer une journée difficile. Si tu es dans une localité où tout est difficile et que tu en trouves une autre où c'est facile, tu vas forcément rester. Une bonne vie commence par la route, des hôpitaux, des médicaments. Ce sont entre autres des choses qui poussent à l'aventure. Si tu trouves un endroit où toi et ta famille, en cas de maladie, peuvent être pris en charge rapidement, tu peux y rester, même si tu ne trouves que la dépense. Dans la vie des oubliés de la République, les difficultés ne finissent pas. Les camions qu'on avait laissés sur la route à l'aller, c'est à notre retour, après 3 jours de tournage, qu'on les croise. Une panne de plus sur la route a transformé leur trajet de moins de 50 km en un interminable périple. À Malanta, les habitants se battent comme ils peuvent pour survivre. Aujourd'hui, il manque de tout,
Mais ils ont l'espoir qu'un jour, tout va changer.